messieurs, honorables invités, chers amis de la presse, probablement qu'ils sont là, très discrets. Bonsoir. Je suis Sostène Lebela, le président de la plateforme Pilux, et je vous salue premièrement et un grand merci à vous de vous joindre à nous pour cette nouvelle table ronde dédiée sur le régime linguistique au Luxembourg, vers un équilibre ou vers un déséquilibre. Pour Pilux, nous ne sommes qu'une simple plateforme qui dédions nos réflexions et nos engagements à l'immigration et à l'intégration au Luxembourg. La thématique de ce soir, en plus, en plein 40e anniversaire du CLAE, qui chapeaute également sur les thématiques de l'immigration, l'intégration et la citoyenneté, nous interpelle tous et davantage. Un clin d'œil aux membres fondateurs présents dans la salle ici. Dans ce pays polyglotte par excellence, dans lequel pas moins de 170 nationalités se côtoient au quotidien, sans compter la présence de plus de 2110 frontaliers, nous vivons quasiment dans un laboratoire permanent. Le dynamisme de la population luxembourgeoise, avec plus de 20 000 nouveaux arrivants par an, entraîne-t-il un déséquilibre linguistique ou est un aspect positif incontournable dans notre pays? Dans ce laboratoire, nous réalisons des constats sans cesse répétés. Il nous convient surtout de réfléchir sur les solutions les plus adéquates qu'il faut sans cesse inventer et qu'il faut sans cesse innover, réinventer, imaginer, développer et mettre en œuvre pour répondre à l'ensemble des défis qui se posent, à l'ensemble des inégalités qui s'opèrent, tant au niveau scolaire, professionnel et au niveau politique et sociétal. Dans ce contexte, notre pays est aux croisées du vivre ensemble interculturel, tant au niveau des habitants qu'au niveau des décideurs publics. La Constitution donne une place prépondérante à la langue luxembourgeoise, la qualifiant de vecteur d'intégration et de vivre ensemble aux côtés des autres langues, autant dynamiques que la langue luxembourgeoise. L'introduction des écoles internationales dans le système scolaire luxembourgeois est-il une solution au régime linguistique? Au Luxembourg, un peu moins d'un habitant sur deux est non luxembourgeois. Au Luxembourg, 3 travailleurs sur 4 est non luxembourgeois. Nous devons rester modestes ce soir. Nous n'arriverons pas en une soirée à faire le tour des questions liées au régime linguistique, mais j'ai la ferme conviction que nous prendrons le temps d'avoir un débat sans langue de bois, un débat instructif, un débat inclusif. Je tiens à remercier le Grand-Duchesse Charlotte pour les subsides, on est reconnaissant. Je tiens aussi à remercier la Chambre des salariés et l'OGBEL pour leur soutien. Merci à sa présidente. Nous pouvons compter sur vous. Une brochure a été éditée et disponible. Je vous la recommande à la sortie de cette table ronde. Également disponible sur notre stand, si vous n'aurez pas l'occasion d'en prendre une. Nos tables rondes sont enregistrées
et vous pouvez également les regarder et les télécharger sur notre YouTube. La prochaine table ronde que nous instituerons, ça sera sur le 10e anniversaire après le référendum du droit de vote des étrangers. Et cela se passera au mois d'avril et la date vous sera communiquée. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne conférence. Sans plus attendre, je vais donner le micro à deux membres de notre conseil d'administration qui est Anthony et Paul Delanoy qui assurent la modération. Vive le PX. Bon, merci Sosten. Nous sommes dans le 42e Festival de Migration. On est très fiers parce que beaucoup de personnes de PX ont contribué il y a 40 années à la fondation de ce festival. Nous regrettons que des personnes très importantes dans l'histoire du CLA et du Festival de Migration, notamment Juan Balatate et l'ami John Goldschmidt, ne soient pas aujourd'hui avec nous. Mais bon, malheureusement, c'est des choses de la vie. Comme vous le savez bien, on a voulu faire cette table ronde avec le titre prétentieux et complexe d'équilibre linguistique ou déséquilibre linguistique. Nous sommes dans un moment où on parle de déséquilibre financier, déséquilibre commercial, maintenant de ce qu'on parle le plus, c'est déséquilibre militaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est plus modeste et on veut parler des équilibres linguistiques, si ce que ça existe, vraiment. Le Luxembourg, c'est un pays complexe, on le sait parfaitement. Il ne faut pas vraiment trop expliquer les raisons pour lesquelles il faut débattre de ça. On a eu très récemment les données de l'Estatec concernant le recensement de l'année 2021. On observait un léger recul du luxembourgeois comme langue principale qui est passé de 55,8 à 48,9. On voyait en même temps une certaine, même si le nombre total et absolu des locuteurs de luxembourgeois a augmenté. C'est le pourcentage sur la population. On voit que, bon, après tout, les Portugais continuent à jouer un grand rôle dans notre pays, c'est une réalité. 15,7% de la population les parle. Aussi, pourquoi, évidemment, c'est les Français, c'est l'allemand, mais c'est surtout les Français qui est déjà en augmentation nette. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut aussi discuter, parce qu'on parle beaucoup dans notre jeunesse luxembourgeoise du désamour pour la langue française. Et alors, bon, peut-être c'est une chose qui vaut la peine aussi de souligner. Bon, finalement, on est un pays complexe, on est un pays compliqué, et les débats sur les langues sont énormément compliqués. C'est pour ça que pour les faire encore plus compliqué, on a voulu avoir aujourd'hui 5 personnes vraiment reconnues dans les milieux linguistiques, disons-le comme ça. C'est des personnes que la plupart parmi vous connaissez très bien. Claude Frisoni, écrivain, acteur, régisseur, l'homme qui a créé vraiment le Luxembourg, capitale européenne de la culture en 1995, c'est-à-dire la culture au Luxembourg, c'est avant Frisoni et après Frisoni. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qui joue un rôle très important dans notre débat d'aujourd'hui, c'est-à-dire le commissaire à la langue luxembourgeoise, Pierre Reding, la personne qui est justement le responsable de comment évolue la langue luxembourgeoise dans notre société. Et on a des personnes qui, en étant extrêmement plurilingues, ont passé aussi par la politique, mais maintenant sont aussi, disons, dans le business, parce que la langue, parfois, au Luxembourg, c'est inévitable. Elle fait aussi partie des choses qu'on peut faire de manière créative pour faire apprendre une langue et en même temps, donc, pourquoi pas, faire un business. Et ça, c'est Clara Moraro, une personne vraiment très importante dans ce domaine. Et logiquement, on ne pouvait pas ne pas avoir l'Université de Luxembourg, représentée de manière absolument, je dirais, brillante et magnifique par son ancien recteur, d'abord, Rolf Tarrac,
10 années recteur de l'Université de Luxembourg. Là aussi, on peut parler de l'Université de Luxembourg avant Roch Tarak et après Roch Tarak, c'est une évidence. Et finalement, on a quelqu'un qui s'est distingué dans toutes ces années, dans tous les débats sur la presse et dans des débats vivants sur les équilibres linguistiques. Est-ce que vraiment le luxembourgeois, le français et l'allemand, quel doit être l'équilibre entre ces trois langues? Et c'est notre, disons, notre sociologue primaire, sociologue de service, M. Fernand Fellen, à qui nous remercions à tous d'avoir accepté cette invitation de Pulux. Bon, peut-être on peut vraiment commencer, et on commence probablement pour la question la plus simple. Merci beaucoup Tony, merci à vous toutes et tous. Merci à vous tous pour nous avoir rejoints ce soir. Alors, vous avez accepté tous les 5 de venir discuter et apporter votre contribution sur cette question du concept linguistique d'équilibre ou déséquilibre. On en est où et quelles sont vos idées ou vos réflexions par rapport à ça? Moi, je vais commencer par Fernand Fellen, parce que c'est probablement la personne avec laquelle on a grandi aussi au Luxembourg et qui s'est posé ces questions-là il y a très longtemps, et donc il doit avoir la réflexion la plus poussée, j'espère. Ensuite, Pierre, je viendrai chez toi. Je te donne la parole sur est-ce que ce concept linguistique, est-ce que le pays, la société luxembourgeoise, est-elle dans un équilibre linguistique ou dans un déséquilibre? Disons, elle est dans le développement, elle est dans le changement, et la situation linguistique change, tout comme la population change, et comme il y a une grande transformation démographique, il y a aussi une grande transformation linguistique. Est-ce maintenant quelque chose de grave, docteur? Il faut, si on regarde le Luxembourg comme un des premiers pays européens qui se revendique vraiment multilingue, et si on voit dans ce multilinguisme l'identité revendiquée du Luxembourg, alors nous sommes en pleine continuité. Sauf qu'il faut voir que ce multilinguisme est en train de changer, le poids des différentes langues est en train de changer dans le monde, et aussi dans un petit pays comme le Luxembourg. Donc nous faisons très très peu, et sur le marché linguistique, nous faisons encore moins. Et donc si nous parlons des amours du français, cela a très peu à voir avec le Luxembourg, mais beaucoup avec la situation mondiale qui est réfléchie par notre jeunesse, qui voit le monde changer, qui voit les langues, le statut, le prestige des langues changer, et qui le reflète. Voilà. Je vais commencer. Merci pour cette introduction intellectuelle. Mais Pierre, tu es quelque part le grand défenseur de cette langue d'intégration du luxembourgeois dans un pays où les dernières statistiques, comme Tony le rappelait, n'est pas en perte de vitesse en nombre de personnes qui la pratiquent, mais en pourcentage. Alors, est-ce qu'on est en équilibre, en déséquilibre dans ce pays luxembourgeois à travers la langue luxembourgeoise comme langue d'intégration? Tout d'abord, j'aimerais dire que je ne suis pas le grand défenseur. Mais moi, je préférerais être commissaire à la langue luxembourgeoise et au multilinguisme, parce que les deux choses ne s'excluent pas du tout, et je trouve ça dommage. Je comprends tout à fait qu'en 2018, avec la loi sur la promotion de la langue luxembourgeoise, on a créé un poste de commissaire à la langue luxembourgeoise, mais on aurait pu faire également un commissaire à la langue luxembourgeoise et au multilinguisme. Et en ce qui concerne l'inscription de la langue luxembourgeoise dans la Constitution, je suis bien sûr pour, mais on aurait également pu, notre proposition et une autre, on aurait également pu y ajouter la promotion du multilinguisme. Donc, vous voyez que je vois des choses un peu plus nuancées.
En ce qui concerne l'équilibre, moi je ne sais pas ce que c'est un équilibre linguistique, à vrai dire. Je viens de lire un petit peu sur la situation au Canada. Et là, il y a cette guerre entre ceux qui défendent le multiculturalisme et l'interculturalisme. L'interculturalisme est défendu par les Québécois pour se distinguer des anglophones. Et moi, je n'ai pas l'impression qu'on a besoin du luxembourgeois pour se distinguer de n'importe qui, parce qu'on est un pays souverain et on n'a pas besoin du luxembourgeois pour se distinguer des autres. Mais le luxembourgeois, c'est un élément du pays, un patrimoine vivant, un patrimoine vécu, et là, le rôle du commissaire est plutôt de protéger ce patrimoine, d'agir en faveur de ce patrimoine pour la propagation de ce patrimoine, pour inviter les gens à apprendre cette langue, et également pouvoir, vous savez, les statistiques du Statec, là non plus, les statistiques ne m'ont pas tellement intrigué, ne m'ont pas tellement occupé. Je vous l'ai dit franchement, on ne peut pas changer la démographie du pays, mais on peut agir. Et si on veut faire quelque chose pour la langue luxembourgeoise, on doit les considérer, les statistiques, et non pas les négliger, et également pas dire des choses sur les statistiques qu'on ne peut pas sortir des statistiques. Très bien. Intéressant. Clara, aimerais-tu maintenant te laisser réagir sur ces deux premières interventions dans ton rôle ici? Oui, je le disais. En effet, pendant une vingtaine d'années, en fait, j'ai été très engagée dans la promotion de la langue luxembourgeoise. Et quand j'ai créé Languages.lu, je me suis dit comment ça se fait qu'il n'y a pas de cours de luxembourgeois en ligne, comment ça se fait qu'il n'y a pas de ressources pédagogiques. Donc pour moi, c'était vraiment quelque chose de super important de promouvoir et de soutenir cette promotion de la langue luxembourgeoise. Maintenant, si on parle d'un équilibre ou déséquilibre, encore une fois, c'est une réponse très nuancée. On ne peut pas vraiment dire oui, il y a un équilibre ou un déséquilibre, parce qu'il faut regarder différentes parties de la vie. On dit beaucoup, l'intégration se fait par la langue luxembourgeoise. Pendant la décennie que j'étais dans la politique, j'entendais ça tout le temps. L'intégration se fait par la langue luxembourgeoise, alors que moi je dirais l'intégration se fait plutôt par le travail, et le travail demande pas nécessairement la langue luxembourgeoise. Donc je dirais l'intégration se fait plutôt par le multilinguisme. Donc là je suis d'accord avec mes collègues. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment définir mieux la stratégie du pays et l'identité luxembourgeoise. Est-ce que c'est vraiment notre identité, parce que je dis nous, je me sens luxembourgeoise, même si je n'ai pas le niveau C2, un luxembourgeois. Donc est-ce que vraiment le multilinguisme, ça fait partie de notre ADN, de nos valeurs, de notre identité, et à ce moment-là, tout serait beaucoup plus simple à approcher. Tant qu'on essaie dans la politique d'imposer une seule langue, là on serait dans le déséquilibre, parce qu'on doit se rendre à l'évidence qu'on a vraiment une population 1 sur 2 résidents qui est étranger, et encore, on doit regarder aussi sur les 360 luxembourgeois, il y a quand même un tiers, donc plus de 100 000 personnes qui sont devenues luxembourgeoises, dont une grande partie après 20 ans, et donc qui n'ont pas passé le test de luxembourgeois. Donc ces changements démographiques, ces changements sociétaires, on va les ressentir, je pense, lors des prochaines élections. Donc je suis très contente que vous avez déjà commencé à discuter sur cette thématique maintenant et pas une année avant les élections. Merci. Merci pour cette précision et pour ce combat commun depuis 20 ans. Rolf, quand tu as été à la tête de cette université, tu en as fait une université multilingue. Tu n'as pas fait, comme dans beaucoup
est-ce que c'était parce qu'on était au Luxembourg, dans cet environnement, ou quelle était l'envie de rééquilibrer un déséquilibre? Ou je vais trop loin? Bon, d'abord quelques mots sur équilibre et déséquilibre. Moi, j'aime pas en général l'équilibre. Je trouve le déséquilibre beaucoup plus intéressant que l'équilibre. En physique et en biologie, l'équilibre, en général, c'est la mort. C'est à la fin, on est dans l'équilibre final. Et par contre, la vie existe grâce au déséquilibre thermodynamique, l'univers aussi, d'ailleurs, etc., etc. Maintenant, la question, c'est si le déséquilibre est chaotique ou est dynamique. Ça, c'est pour moi la question. Et dans le cas du Luxembourg, je dirais qu'il est plutôt dynamique, c'est-à-dire il s'adapte aux circonstances qui changent tout le temps. Et ça, c'est quand même, moi, je trouve très bien. Mais bon, pour ne pas continuer sur sa ligne, puisque tu m'as posé la question sur l'université, quand je suis arrivé ici, janvier 2005, comme vous savez peut-être, l'université avait une année, quelques mois. Bon, elle n'était pas là parce que le premier recteur il est décédé tout de suite. Et la question de la langue avait été réglée, je ne sais pas par qui, mais elle était réglée. Ce que pour moi était magnifique, parce que moi je venais de la Catalogne, où quand même la question de la langue est une grande question et bon, il faut faire attention, ça peut être un guépier la langue. Et alors je suis arrivé et on m'a dit oui, ici à l'université on parle l'allemand, le français et l'anglais. Moi j'ai dit bon, magnifique. Je suis très content, on y va. Et de ce point de vue, ce n'est pas mon mérite, ni ma faute, et je crois qu'aujourd'hui c'est encore le cas. C'est un peu, ce n'est pas vrai qu'on parle partout les trois langues à l'université. Ça c'est pas vrai. C'est un peu, il y a un peu comme la Suisse, c'est-à-dire il y a des facultés où on parle l'anglais et le français, et il y a d'autres où on parle essentiellement l'anglais et des morceaux de deux autres langues. Il y a une où on parle beaucoup l'allemand, et aussi un peu le luxembourgeois, et un peu moins les autres langues. C'est-à-dire, ça dépend beaucoup de la discipline, et je crois que ça dépend des conditions initiales des créations de l'université. Parce que l'université l'a été créée par fusion d'une série d'institutions, et on a nommé professeurs ou enseignants une série de personnes qui étaient là. Il n'y a pas eu une bon. C'était les conditions initiales. Mais je crois que ça, au moins les 10 années que j'étais recteur, ça a relativement bien fonctionné. Je ne me souviens pas d'avoir eu de problème de langue, linguistique. Voilà. Très bien. Merci. Ouais. Et je pense que le pays, le Luxembourg, le fait aussi très bien. La gestion de ce déséquilibre, que, comme j'ai dit, je crois qu'il est plutôt que les pays s'adaptent relativement bien à des circonstances qui changent tout le temps. Ça, c'est mon avis. Merci. Claude, ton parcours, ton histoire, ton implication dans la culture, la langue dans laquelle la culture se véhicule est aussi un élément essentiel en fait de l'expression culturelle. Avec ton expertise et ton expérience dans tout cela, où est-ce qu'on se situe dans cette déséquilibre dynamique, ou est-ce qu'on est presque dans le chaotique? Est-ce que la culture doit continuer à s'adapter, ou est-ce qu'elle devrait s'orienter? Je suis arrivé à Luxembourg pour travailler au service culturel de l'ambassade de France. Donc mon boulot, c'était de diffuser, d'illustrer, de protéger la langue française et la culture française. Et puis j'ai eu un coup de chance extraordinaire, j'ai rencontré un homme d'exception qui a été mon professeur de Luxembourg. Pas de luxembourgeois, malheureusement, mais mon professeur de Luxembourg. Il s'appelait Robert Cripps, c'était le grand ministre au Conseil. Et il m'a dit, ce qui est essentiel dans notre pays, c'est de préserver le statu quo linguistique. Il a parlé de statu quo, donc un état donné. Et comme le disait le physicien, moi j'ajouterais comme dialecticien que l'équilibre pour nous dialecticiens, c'est un état conjoncturel, ponctuel, du combat entre deux forces contraires, de la confrontation au moins entre deux forces contraires, donc c'est forcément précaire. C'est un état. Et donc ça s'adapte, ça va de l'avant. Mais ce sur quoi a insisté Roby, Cripps,
c'est que ce qui fonde l'identité luxembourgeoise, il n'aimait pas le terme, il parlait de personnalité. Ce qui la fonde, c'est le pluralisme linguistique. Et que c'est assez extraordinaire quand on pense que des gens prétendent aujourd'hui que la langue, c'est la nation. Et c'est un vieux débat qui existait déjà à l'époque de romantiques allemands qui disaient la langue, c'est la nation, et en face, Ernest Renan disait non, non, la nation, c'est la communauté de destin. Et ce qui prouve que prétendre que la langue, c'est la nation, est ridicule, encore plus au Luxembourg qu'ailleurs, c'est qu'il existe des pays où il n'y a pas d'identité linguistique. J'en connais un où les Suisses alémaniques ne parlent qu'à 45% l'italien, et les Suisses italiens ne parlent qu'à 12% l'allemand. Et pourtant, les uns et les autres, croyez-moi, sont d'honnêtes citoyens d'un pays qui s'appelle la Confédération helvétique. Ce sont des patriotes et des gens qui sont prêts à mourir pour leur pays. Donc, identité et langue, ça ne va pas forcément ensemble. Et j'ajouterai, pour montrer le ridicule de cette revendication, qui est évidemment pas du tout partagée et défendue par les autorités, mais par certains, d'une langue qui serait le fondement essentiel, le creuset unique de la nation. Imaginez un martien qui arrive à Luxembourg. C'est assez fréquent. Et le type veut bien faire, il apprend le luxembourgeois, et seulement le luxembourgeois. Seulement le luxembourgeois. A-t-il une seule chance de s'intégrer au pays? Aucune. Donc c'est bien la preuve que c'est cette pluralité qui fait la richesse, et cette pluralité inclut évidemment le luxembourgeois. J'ai pas la chance d'être très fluent en luxembourgeois, mais j'ai eu la chance de le comprendre, de le saisir, de le deviner, de le ressentir assez vite, et de me sentir à l'aise au milieu de tout ça. Et dans mon parcours culturel, je ne peux pas dire que j'ai été saqué par cet handicap, ni du point de vue professionnel, ni du point de vue artistique. Je ne peux pas dire ça, ça serait mentir. Je me méfie seulement de ceux qui veulent restreindre, qui veulent refermer, qui veulent enfermer. C'est complètement contraire à cette chance extraordinaire qu'a ce pays, pour lui et pour les autres. Merci. Vous avez tous pensé que je suis mis d'accord et qui me traçait le chemin pour la suite de cette conversation. Trop paresseux. Mais c'est ça. Je ne pouvais pas lui faire confiance, je n'étais pas sûr qu'il allait me donner les notes avant. Vous savez, dans cette constitution, on a un peu, dans cette nouvelle constitution, et on en avait discuté dans un débat au CGPX, on avait un peu modifié le rôle des langues. Il y a aussi eu cette loi sur la nationalité qui a suivi le triste référendum pour les communautés qui vivent au Luxembourg et qui a facilité l'accès à la nationalité luxembourgeoise, mais qui a aussi imposé pour l'accès à cette nationalité la connaissance de la langue. Aujourd'hui, Claude le disait, si on n'apprend que le luxembourgeois, on ne va pas très loin. J'ai des amis, entre autres, ukrainiens ou autres non, ils ne sont pas martiens, ceux-là, des vrais terriens, des vrais humains terriens qui arrivent au Luxembourg, qui sont réfugiés malheureusement à cause de leur situation. Et leur cours de langue pour trouver un emploi, c'est très rarement le luxembourgeois. Et je vais commencer avec toi, Clara. Que penses-tu, en tout cas, des conditions linguistiques imposées ou demandées pour acquérir la nationalité luxembourgeoise? Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, une fausse bonne idée ou une bonne mauvaise idée? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est pas une réponse simple, parce que... Quand je pose des questions, tu es libre des réponses. Oui. Disons que l'idée en soi, elle est bonne. C'était pour éviter que le Luxembourg devienne un autre Chypre où on va acheter un appartement et tout de suite on aura la nationalité. Donc on s'est dit ok, parce que beaucoup de nos députés pensent qu'effectivement l'intégration se fait par la langue, on dit alors il faut absolument qu'ils aient aussi cet élément linguistique, qu'ils s'habituent à parler cette langue, à l'entendre. La réalité, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes qui vivent à Luxembourg-Ville, par exemple, comme moi, donc, étant donné qu'on est presque 80% de la population étrangère, on n'arrive pas à vraiment utiliser ces connaissances linguistiques. Donc d'un côté, c'est une bonne chose que d'avoir un minimum linguistique, c'est très bien. Le problème, c'est qu'entre le minimum et le niveau souhaité pour arriver à suivre une conversation, un débat du Parlement, il n'y a rien.
en fait, c'est cette partie qui manque, et j'en ai parlé quand j'étais dans la politique beaucoup avec les députés et les collègues, essayant de trouver, de vraiment se poser cette question, parce que tant qu'on ne reconnaît pas le problème, en fait, on ne peut pas se dire on va trouver une solution, parce qu'on dit non, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, en ville, on vit entre étrangers, beaucoup. Moi-même, j'ai seulement un collègue avec lequel presque tous les jours je parle en luxembourgeois. Je me dis, si moi, qui suis une si grande promoteur de la langue luxembourgeoise, que j'ai investi tellement d'argent et de temps à faire cette promotion, au point que j'ai même pas été élue parce que les étrangers qui voulaient me voter, se disent, non, on va pas voter celle-là parce qu'elle va nous imposer le luxembourgeois. Donc il y avait ce genre de commentaires. Donc vraiment, mais c'est une langue que j'aime. Je l'aime et j'aime la parler et j'aimerais que ça puisse être davantage parlé, mais la réalité c'est que les gens n'ont pas la possibilité de vraiment la parler et la pratiquer. Et c'est là, en fait, la complexité de la question. Avoir des bases, je suis pour, mais trouver également un moyen, en fait, de permettre à ces personnes-là de pratiquer, sinon elles auront la nationalité, et puis elles ne pratiquent pas, donc ces connaissances sont perdues dans quelques années. Et j'ai beaucoup d'amis et de clients qui ont acquis la nationalité, et puis ils ne l'utilisent pas, donc ça se perd, comme toute langue. Hein. C'est ça pour moi le paradoxe de cette situation. Merci Clara. Pierre, je vais rebondir aussi. J'avais l'intention. J'avais l'impression que... Tu l'attendais, hein. Tu sentais. Mais je vous assure, c'est improvisé quand même. Il y a quand même un élément qui shift, qui bouge, en shiftant en bon français, qui transite. Les débats sont de plus en plus souvent, en tout cas les débats politiques, etc., sont de plus en plus souvent dans le luxembourgeois. La communication communale vers les citoyens est de plus en plus monolingue. On met bien sûr un petit truc là, ou un QR code, et on peut aller, mais on ne le fait plus directement. On sent quand même qu'il y a une transition vers une valorisation ou un développement ou une utilisation beaucoup plus institutionnelle de la langue luxembourgeoise que c'était il y a 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Comment... Alors, je ne sais pas si on doit faire le lien entre le problème de la Constitution, le problème de l'utilisation, le problème de nationalité, mais toi, sans doute, tu as une réflexion plus holistique que moi sur tout ça. Maintenant, vous venez de dire tout un tas de choses auxquelles je devrais réagir. Tout d'abord, notre cher collègue, je pense que, bien sûr, et ça c'est un exercice qui revient à moi, on doit promouvoir la pratique de la langue luxembourgeoise, sinon les gens apprennent quelque chose qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne peuvent pas utiliser, et ça se perd. Ça c'est évident, et il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent, et là l'État doit réagir parce que la pratique du luxembourgeois ça coûte de l'argent. Et on ne doit pas seulement payer pour des cours, mais également payer pour des activités où on peut pratiquer la langue. Ensuite, en ce qui concerne la Constitution, si je me trompe, la seule différence entre la loi de 1984 et la Constitution consiste dans quelques mots. En 1984, on disait la langue luxembourgeoise est la langue des luxembourgeois. Et ça, je le trouvais terrible. Parce que une langue n'appartient à personne. Et maintenant, c'est d'ailleurs une constitution vaut pour un territoire. Et maintenant, la phrase dit la langue luxembourgeoise est la langue du Luxembourg. Là, je trouve quand même, là-dedans, il y a une nette différence. En ce qui concerne maintenant la nationalité, tout d'abord, j'aimerais remarquer qu'il ne faut pas seulement suivre des cours pour la nationalisation. Ceux qui sont là depuis 20 ans doivent quand même montrer qu'ils ont suivi un cours de 24 heures, ce que je trouve très bizarre parce que je pense qu'après 20 années, on aurait quand même pu avoir la possibilité de peut-être
aller avec ceci ou cela. Et ce certificat, cette attestation de fréquentation d'un cours de 24 heures, à mon avis, est superfétatoire. Et pour ceux qui aimeraient avoir la nationalité par option, donc après 5 années, ils ne doivent pas seulement passer cet examen, mais ils doivent également fréquenter un cours de civique. Et j'aimerais également quand même évoquer ce cours, parce qu'il est très très important et il est intimement lié au cours de langue. Parce que une culture et des valeurs sont portées par une langue. Et la langue vit également ou reflète la culture et les valeurs. Les cours de civique ne sont pas là pour éduquer les gens, ce sont des adultes, mais quand même pour leur montrer le fonctionnement ou les valeurs qui règnent ici au Luxembourg, et pour qu'ils adhèrent à ces valeurs. Je donne un exemple tout à fait banal, on se donne la main entre hommes et femmes. C'est un exemple vraiment banal, mais tout cela est traité dans ces cours d'accueil, je ne connais plus, je ne sais plus le nom exact, vivre ensemble, c'était à l'époque, maintenant c'est comment? Citoyenneté. Mais, comment? Oui. Donc, au fond, ces deux exercices consistent dans un témoignage d'adhésion au pays. Et c'est ça ce qui est important pour moi. Ce n'est pas important pour moi que les gens maîtrisent la langue jusqu'à la perfection, mais c'est montrer, donner un signal, oui, j'adhère à cette communauté. Merci. Claude, tu as certainement suivi bien plus que 24 heures de cours de luxembourgeois, si je me rappelle bien. Et puis tu étais, je ne sais pas si tu as fait un moment ou un autre, si tu as eu l'intention de prendre cette nationalité, mais est-ce que la connaissance de la langue était un frein, par exemple, pour toi, ou tu n'as jamais eu cette idée-là Pour être complètement franc, j'ai une histoire avec ça. D'abord, j'étais résolument contre le fait de prendre la nationalité luxembourgeoise parce que ça aurait impliqué que je sois déchu de la nationalité française. Or, je peux vous dire que mon père, né en France de parents italiens, qui a fait le service militaire, la guerre et la résistance, il serait retourné dans sa tombe si j'étais déchu de la nationalité française. Vraiment, je ne suis pas très patriote, je m'en fous, mais là, ça, je l'aurais pas fait. Ensuite, quand c'est devenu possible de garder les deux, je trouvais fondamentalement injuste que moi, je puisse voter dans deux pays et pas mes potes luxembourgeois, donc je ne l'ai pas fait encore. La langue ne me semblait pas être un frein, parce qu'on a dit tout à l'heure que la pratique, moi j'ai vécu des situations un petit peu dérangeantes. J'avais un collaborateur à l'abbaye qui est né au Luxembourg, qui a vécu 40 ans à Luxembourg, qui parle parfaitement luxembourgeois, mais avec un accent français. À chaque fois qu'il allait dans une réunion, qu'il parlait en luxembourgeois, il se trouvait un luxembourgeois pour dire « Bon, on arrête, là, on continue en français », d'un air de dire « Tu m'énerves avec ton accent ». Moi, bien loin de ça, je me trouve dans une réunion, je dois partir au musée Victor Hugo à Vianden, et je dis « Det Berled, mais ich muss auf Vianden fuhren ». Et là, on me dit « Ah non, auf Feiern ». Je dis « Je suis désolé, mais à Vianden, ils disent « auf Feiern ». Et là, on me répond « À Vianden, ils n'en savent rien ». C'était un peu décourageant. Mais j'ai fait ce choix curieux de considérer que le Luxembourg est mon pays de cœur, mon pays d'adoption, celui pour lequel je continuerai à me battre sans en avoir la nationalité, et je vous assure qu'on peut vivre avec ça. Mais je trouve très important ce qu'a dit Pierre. Il ne s'agit pas tant d'apprendre des choses que d'adhérer à des valeurs et à un fonctionnement. La langue en fait partie. La preuve, c'est que les Allemands ont réussi à provoquer un sentiment national exprimé par la réponse au fameux plébiscite du Gauleiter-Simon, en disant « Non, ma langue n'est pas la langue allemande, c'est la langue luxembourgeoise ». C'était un premier élément dans toute l'histoire du Luxembourg pour dire aussi nettement « Je suis luxembourgeois et je vous emmerde ». Et je trouve ça assez extraordinaire. Donc la langue en fait partie, mais pas uniquement, pas seulement. Je peux, moi, témoigner que je n'ai pas souffert d'un terrible
handicap de la part de mes amis luxembourgeois qui m'ont fait une place, qui m'ont fait confiance. C'est assez exceptionnel quand même, pour un type qui n'a ni la nationalité, ni la pratique de la langue. Quand Madame Marie-Josée Jacobs m'a téléphoné pour me dire que j'étais nommé en 95, je lui dis, Madame, mais je ne suis pas luxembourgeois. Elle me dit, vous ne l'étiez pas hier, vous ne serez pas demain, je m'en fiche. Je dis, mais Madame, je ne parle pas luxembourgeois. Vous ne le parliez pas hier, vous ne parlez pas demain, je m'en fiche. On se trouve à la première réunion du comité directeur, et elle dit, Monsieur Frisani, est-ce qu'on peut continuer en luxembourgeois? Je dis, bien sûr. Et là, elle se met à parler, et le directeur du syndicat d'initiative dit, oh, Marie-Josée, t'avais dit en luxembourgeois, pas en marnaquois. Hein. Voilà comment on peut, si on adhère au vivre ensemble, et je trouve très important que vous ayez choisi ça du côté des autorités, ce terme qui n'est pas bateau, qui venait d'abord des associations de défense des étrangers, de promotion du vivre ensemble avec les immigrés. Vivre ensemble, il faut que chacun y mette du sien, fasse des efforts. Le pays y met du sien avec son système trilingue, il y met du sien avec l'apprentissage facilité aujourd'hui de la langue. Ce n'était pas si facile. Ce qui reste difficile, c'est quand on montre ses limites et que les luxembourgeois, par gentillesse, disent « laisse tomber, on va parler en français ». Merci. Fernand, il faut que je revienne vers toi parce qu'on ne répond pas à cette question. Est-ce qu'il y a une transition des autorités dans l'utilisation de la langue et est-ce que par rapport aux autres citoyens qui ne sont pas luxembourgeois, est-ce que ça pose un problème dans l'accès aux informations? Disons, le premier volet est facile. La réponse est facile. Certainement, il y a une transition parce que dans le temps, personne ne parlait luxembourgeois au Parlement. Donc, le français, c'était la langue d'élite. Ceux qui montraient qu'ils n'étaient pas éduqués, ils parlaient allemand. Et on ne parlait pas le luxembourgeois. Je pense que j'ai ma langue à fauche. Non. Non, Non. c'est ce que tu as dit. Donc, on parlait normalement français. Ceux qui ne savaient pas parler français devaient parler allemand. Et c'est seulement assez récent, quelqu'un comme moi, de mon âge, de notre âge plutôt, donc c'est seulement après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on est passé lentement au tout luxembourgeois. Donc aujourd'hui, c'est en luxembourgeois. Faudrait-il faire des traductions? Certainement, et cela est de plus en plus facile. A-t-on le droit de parler allemand ou français? On a le droit, et donc personne ne va vous empêcher de parler français ou allemand. De toute façon, les textes sont toujours en français, qui est notre langue juridique. Donc là, c'est une... Je ne sais pas si c'est la réponse. Est-ce que moi je peux encore intervenir? Je t'en prie. Moi je n'ai pas du tout l'impression que les luxembourgeois remplacent le multilinguisme dans les communications officielles. Moi je vois plutôt, j'ai encore consulté, regardé tous les sites des ministères vendredi dernier, hier, parce que j'ai dû me rendre dans un ministère et pour voir avec eux ce qu'ils peuvent encore faire pour la promotion de la langue luxembourgeoise. Et presque tous les sites étaient quadrilingues. Et l'avancée du luxembourgeois va au détriment de l'allemand. C'est ça ce que je constate. Donc, je vois beaucoup de sites de communes où le luxembourgeois remplace l'allemand. Donc, il y a assez souvent l'allemand, le français, le luxembourgeois et l'anglais. Et c'est ça ce qui me fâche, parce que la communauté la plus importante n'est pas considérée. Donc, je dis toujours, si vous le faites quadrilingue, alors mettez encore le portugais. Parce que on a assez vite mis l'anglais, on a assez vite ajouté l'anglais, mais maintenant on ajoute le luxembourgeois. Le luxembourgeois est au moins visible dans la nomination de l'administration. Moi je comprends s'il y a des textes très très techniques qui ne le traduisent pas en luxembourgeois, mais le titre est alors en luxembourgeois. Mais moi, je ne vois pas de monopole luxembourgophone dans les communications officielles. Je dois le dire franchement. Qu'est-ce que je une peux observation. Est-ce que je peux encore apporter une nuance?
il faut voir que le Luxembourg est un pays décidément francographe Oui. et luxembourgophone. Donc c'est là l'approche dans le monde politique aujourd'hui. On écrit en français et on en débat en luxembourgeois. S'il y a un enjeu politique aujourd'hui, il est dans les conseils communaux. Par exemple, à Luxembourgville, où il y a un vrai débat. Faut-il traduire nos débats? Parce qu'il y a de rares élus qui ne parlent pas le luxembourgeois. Mais dans la pratique quotidienne de ces enceintes, ça ne pose pas de vrais problèmes, mais on essaye d'en faire un problème politique au Luxembourg. Voilà. Et en principe, donc, la loi dit aussi qu'on ne peut, dans un conseil communal, pas demander une traduction. Mais le conseil communal peut offrir une traduction. Merci pour cette précision. Fernand, afin d'éviter le chaos. Rolf, pardon, qu'est-ce que je dis c'est là, Rolf, pardon. Afin d'éviter le chaos linguistique et dans ce choix, en tant qu'universitaire et dans le travail que vous avez fait, pas toi personnellement, mais à l'université, sur cette législation, comment vous interprétez la place du luxembourgeois à la fois dans notre constitution, dans notre nouvelle constitution, à la fois dans la nouvelle loi sur l'acquisition de la nationalité et dans l'utilisation générale? Alors d'abord, je crois que pour devenir luxembourgeois, de mon point de vue, c'est logique de demander qu'il y ait des conditions. Et des conditions linguistiques. Mais je pense que ça devrait être des conditions d'effort, pas des niveaux. Et ça, c'est très très différent. C'est-à-dire, pour vous donner un peu plus en détail, je pense qu'une personne jusqu'à 30 ans devrait être capable de plus ou moins se débrouiller bien en luxembourg. Entre 30 et 50 ou 55, ça devrait être suffisant de lire un texte en luxembourgeois et comprendre ce que le texte dit. Au-delà de 55, en général, ça c'est une perte de temps. C'est très sympathique, mais ça ne sert à rien. Voilà. Et par contre, les cours complémentaires, ça, je crois que tout le monde devrait faire. Donc ça c'est un côté. Les côtés universitaires, bien sûr, il y a la question, mais comment est-ce qu'on peut avoir une université qui pratiquement n'utilise pas, dans ses activités de cours et d'enseignants et de recherche, la langue luxembourgeoise? Bon, en recherche, c'est relativement normal. Il n'y a pas il n'y a essentiellement aucune tradition de recherche en luxembourgeois, presque pas. Et bien sûr, l'intention, j'imagine, des législateurs au moment de créer l'université était de faire une université capable de faire venir au Luxembourg des étrangers. Des étrangers que le pays en a besoin. Et je me souviens que quand M. Juncker a voulu parler avec moi, il m'a dit, moi j'étais contre la création de l'université, et la deuxième phrase a été, bon, mais même aujourd'hui je suis radicalement contre, etc. Bon, je lui ai dit, oui, mais l'université, elle ne devrait pas être une université pour le luxembourgeois, elle devrait être une université pour le Luxembourg, qui est une chose très différente. Et bon, là il a dit, bon, alors parlons-en. C'est-à-dire, si vous aimez le développement économique du Luxembourg, et même que beaucoup de monde le disent que bon, on n'est pas tellement, mais au fond tout le monde en est content, dans ces cas-là, il faut importer du talent, inévitablement et radicalement. Et l'université est une voie, sans doute.
Parce qu'en plus, je pense que le 70% de jobs ici demandent un diplôme universitaire. Et la façon la plus facile de faire venir les gens et en plus les retenir au Luxembourg, c'est à travers l'université. Ils viennent ici faire un master, après ils trouvent un niveau et ils sont très contents. De ce point de vue, ça fonctionne avec l'université. Est-ce que c'est idéal? Il n'y a pas beaucoup d'universités trilingues, mais je ne connais aucune qui soit quadrilingue. Hein? 4 langues, c'est un peu... Là, on entre dans un déséquilibre chaotique. 3 langues permet encore un déséquilibre dynamique. Et 4, je ne le connais pas. Hein, je connais 2 autres universités en Europe qui sont trilingues. Je les ai visitées, j'ai parlé avec ces gens. Pas tellement différentes. C'était Lausanne, Bourse et Fribourg en Suisse. Ou bien sûr l'anglais. Il y a 2 langues du pays, de la région et du pays, et puis l'anglais, c'est une langue universitaire. Ça fonctionne, et j'ai mis tout ça. Chaque chose qui fonctionne plus ou moins, il ne faut pas la toucher. Tony, je vais te passer la parole pour reprendre mon souffle et mon attention et soigner les deux. Oui, on va peut-être... On a parlé beaucoup du luxembourgeois, on a parlé de sa place dans notre déséquilibre créatif, mais il y a à peine un mois et quelques jours, l'ASTI a organisé une dimanche de réflexion sur la perte de vitesse et la perte d'amour pour la langue française. Il y a différentes personnes qui sont ici dans la salle qui ont participé dans cette matinée de l'ASTI. Et bon, et vraiment, on constatait que dans notre jeunesse, le prestige du français est un peu en chute, clair, et que vraiment, on parle à beaucoup de niveaux de désamour, on parle à beaucoup de niveaux de difficultés. Nous-mêmes, comme Philips, pour organiser certaines tables rondes, je dois vous dire que quand on a dû faire appel à certaines autorités communales, disons d'âge relativement jeune, beaucoup de gens ont refusé parce qu'ils ne se sentaient pas capables de faire la table ronde en français. Alors bon, c'est bien de parler des luxembourgeois, mais maintenant, parlons un peu du français. Quelle est vraiment la situation du français au Luxembourg? Il est en perte d'attractivité, il est en situation de désamour. Est-ce qu'on peut parler d'une situation de menace pour l'avenir de la langue française au Luxembourg? Bon, évidemment, c'est Claude qui va commencer dans cette discussion. Moi, je voudrais d'abord essayer de trouver les causes d'une réalité. Hein. Ça fait quelques années qu'on en parle et ça fait quelques années que j'en ai senti la menace. Les causes, moi je mettrais en premier la faute à la France. Ce pays a fermé plus de 100 centres culturels français et alliances françaises à travers le monde, tandis que les Chinois ouvraient 200 instituts Confucius. Quand un pays commence à ne plus avoir rien à faire de sa propre culture et de sa propre langue, alors que c'était un de ses arguments décisifs pour son rayonnement, il en paye le prix à un moment ou à un autre. Première responsabilité, la France. Deuxième responsabilité, les Français. Mais bien sûr, mes chers compatriotes, qui quand ils passent une frontière continuent à détester les étrangers autant qu'ils les détestent en France, excusez-moi de généraliser, mais je l'ai tellement vécu, mes Français de l'étranger, que très souvent ils ont un profond mépris pour leurs nouveaux compatriotes, ne supportent pas les étrangers à l'étranger puisqu'ils ne supportent les étrangers en France, et ont eu une attitude très souvent méprisante à l'égard de leurs hôtes d'accueil au Luxembourg. Très souvent, je l'ai vécu, je l'ai combattu. Troisième raison, je pense que ça tient plus là, mes amis luxembourgeois, c'est une approche tellement élitiste et livresque de l'enseignement du français qu'elle est dissuasive. Quand on organisait le concours du meilleur élève de français au Luxembourg avec le grand Franck Wilhelm, il me donnait comme mission d'inventer des exercices ludiques. Et moi, je m'amusais avec des jeux de marre, avec des palindromes, avec des jeux de mots, à faire en sorte que les mômes voient dans le français autre chose qu'une corvée difficile à accepter quand on a une langue maternelle germanique, et qu'ils y voient quelque chose qui permet de s'amuser, de prendre du plaisir. Et donc, il devrait y avoir un effort pour renforcer l'oralité de l'enseignement du français et le rendre plus attractif.
J'ai eu l'immense honneur d'être associé par le script, les 2 années passées, à la rédaction du manuel pour les gosses de la 8e, c'est ça et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit rigolo. Et je ne suis pas Victor Hugo, je peux faire un peu du frisson. Voilà, il y a, je crois qu'il y a une certaine récession qui est due aussi bien parfois à la volonté de renforcer l'enseignement du luxembourgeois et qui a un effet pervers. Il se trouve des employeurs au Luxembourg qui vont plus volontiers embaucher un frontalier belge ou français qu'un luxembourgeois à cause de leur niveau respectif de français. Parce qu'il y a eu une baisse du niveau, et il faut en prendre conscience et se dire que ça devient un handicap. Que se réjouir du fait que, moi je vais vous dire, quand j'étais à Luxembourg, je demandais à mes copains luxembourgeois de me rédiger 3 lignes, parce que j'organisais le salon de l'enfance au cercle municipal, fais-moi 3 lignes en luxembourgeois pour les gosses. Ni Marc Honniger, ni Fred Jung, ni Philippe Neusen, mes grands potes de la culture luxembourgeoise, n'étaient capables d'écrire une ligne en luxembourgeois. Maintenant, n'importe quel môme, ou même personne plus âgée, est capable de le faire. Mais beaucoup sont plus capables de faire ça, et moins de faire leur devoir en français. Et je pense qu'il y a une prise de conscience à avoir dans ce que j'appelais tout à l'heure le statu quo, et ce qu'il appelle l'équilibre dynamique, pour pas qu'il devienne régressif, cet équilibre. Il faut que chaque place soit respectée. C'est bien de donner plus de place aux luxembourgeois, parce que c'est un facteur d'intégration. Ça serait une énorme erreur de donner moins de place aux Français, parce que pour les romanophones, qu'ils soient espagnols, qu'ils soient portugais, qu'ils soient italiens, le français est la langue d'intégration. Moi, je vais vous dire, j'avais une grande fierté quand j'écrivais dans le Jeudi. Mon premier lectorat, c'était la communauté italienne, pas française. Je pense qu'ils lisent moins. Et j'insiste là-dessus pour qu'on prenne bien conscience que l'équilibre qui est ressenti ne doit pas se faire au détriment. Si on donne plus de place aux Français, aux luxembourgeois, on préserve aussi la place du français. Et pour l'allemand, je pense qu'il est beaucoup moins menacé grâce à l'audiovisuel. Et notre sociologue de service, comment il voit vraiment la situation de la langue française au Luxembourg? Oui. Disons, chez les jeunes, il y a vraiment, on ne voit pas vraiment l'utilité, parce que au Luxembourg, le français est quand même la langue de l'économie. Et les jeunes, à l'école, ne pensent pas à leur carrière dans une banque. Et de toute façon, les banques parlent aussi de plus en plus anglais. Donc c'est là le problème principal du débouché. Moi, je pense avoir plus ou moins démontré, je ne suis pas très sûr, que ce désamour qu'on peut déceler parmi les jeunes jusqu'à 25 ans baisse tendanciellement. Donc, c'est le problème comme on vient de le dire, Claude vient de le dire, le problème de l'enseignement du français qui, à l'école luxembourgeoise, est quand même très très formalisé, structuré. Dans mon temps, c'était encore plus. Je ne veux pas dire quelque chose maintenant sur l'école d'aujourd'hui, mais dans mon temps, c'était vraiment la grammaire, on ne parlait pas. On écrivait seulement, on ne parlait pas. Donc c'est le problème de l'école, et puis on ne voit pas l'utilité, et du moment qu'on commence à travailler, qu'on cherche un boulot, on voit l'utilité, et la compétence en français augmente, mais ce sera une autre compétence. Donc pour moi, c'est le problème principal de l'enseignement qu'il faut réformer. Mais on est en train de le faire. Là. Toi, Clara, en étant une spécialiste, disons, dans la pédagogie des langues, on a fait un grand effort au Luxembourg de faire attractif les luxembourgeois, mais ce que tu entends dire chez beaucoup de jeunes, c'est que le français, finalement, n'est pas une langue de sexe. C'est pas vraiment une langue intéressante. Est-ce que tu crois vraiment que... Le français. Oui, le français. Non, la langue française, peut-être. Pas le français. Les Français disent quoi? La langue française. Non, c'est ce sentiment que c'est très répandu dans la jeunesse luxembourgeoise. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'un phénomène absolument minoritaire, c'est une réalité dans la plupart des lycées, que le français est perçu comme une langue... Et disons que
la langue française, elle est enseignée, mais moi j'ai une majorité de jeunes avec qui je travaille qui ne sont pas luxembourgeois. En fait, c'est la mentalité des luxembourgeois qui est complètement différente de nos clients habituels, qui sont européens, surtout espagnols, italiens et d'autres nationalités. Et donc la mentalité, donc ça rejoint un peu comment on enseigne une langue, et cette façon de penser que l'enseignement efficace d'une langue passe par la grammaire et des exercices. Et quand j'ai créé Languages.lu, on a justement voulu aider les enfants à apprendre en jouant, donc de façon ludique. Et nos clients luxembourgeois, les parents me disaient, mais je ne vais pas payer 350 € pour que mon gosse il joue pendant une semaine. Donc c'était une mentalité complètement différente. Non, s'il vient, il faut faire des cours de grammaire, des exercices. Donc c'est vraiment... Donc quand ils venaient chez nous, c'était vraiment quand ils étaient quand ils avaient beaucoup de problèmes vraiment graves à l'école, et ils voulaient que nous on réussisse pendant une semaine, mais avec notre méthode ludique, évidemment qu'on ne pouvait pas travailler sur ces problématiques très spéciaux, très spécifiques qu'ils avaient à l'école. Donc je pense qu'effectivement c'est un problème de système d'enseignement. Après, il y a aussi, nous on travaille plutôt avec les adultes, donc l'apprentissage des adultes est complètement de celui des enfants. Donc une autre méthodologie. Chez nous, le français, c'est encore la langue la plus demandée, même avant le luxembourgeois, parce que je l'avais depuis toujours. C'est pour ça que j'avais mis ce nom, Languages.lu. On s'adressait vraiment à un public anglophone qui avait besoin du français. Donc c'est ce public plutôt anglophone. Encore une petite anecdote, quand j'ai commencé à apprendre et à pratiquer davantage moi-même le luxembourgeois, je peux vous dire que je me rends compte que mon niveau de français a baissé. À cause du fait que je parle davantage le français, le luxembourgeois, vraiment mon français est moindre. Donc il est moins, je me sens moins à l'aise. Si je dois choisir entre le français et l'anglais, ben là je vais plutôt choisir l'anglais parce que je le pratique beaucoup plus souvent. J'ai fait mes études en anglais, alors que le français c'était quand même ma langue préférée à l'école. J'étais la meilleure de ma classe. Donc je pense qu'il y a vraiment tellement de changements sociétaux et aussi du système d'enseignement, mais c'est plutôt tout ce qu'on entend autour de nous. On entend moins le français, on entend beaucoup plus l'anglais. Heureusement, on entend davantage aussi le luxembourgeois dans la rue. Vraiment, je suis contente quand j'entends les gens dans la rue, parce que ce n'était pas le cas il y a plus de 20 ans quand je suis arrivée ici. Donc il y a des changements et il faudra voir où est-ce que ça nous mène, parce que c'est vraiment très complexe. Et à l'université, est-ce que ça a été vraiment ce sentiment de désamour qu'il a perçu aussi dans les élèves universitaires aussi à Luxembourg? Bon, d'abord, il ne faut pas oublier que la moitié des étudiants de l'Université de Luxembourg ne sont pas luxembourgeois. Et puis ça fait plus de 10 ans que je ne suis plus recteur de l'université, alors je ne connais pas les détails. Mais je voudrais quand même dire que c'est vrai qu'il y a des amours, mais je crois qu'il n'est pas si grave comme vous les décrivez. Ça, c'est mon avis. Il y a eu, et Clara vient de le dire, il y a eu un déplacement à cause de l'anglais. L'allemand, on ne l'entend plus. C'est-à-dire, ce n'est pas l'allemand. Mais l'anglais, par contre, les jeunes le parlent beaucoup. Ils le parlent bien. Ça, c'est la différence. Et là, peut-être, Claude a touché la question de comment on apprend les français ici, et on l'apprend d'une façon très bizarre. Ce n'est pas la façon de l'apprendre. Par contre, l'anglais, ils apprennent très très vite, et ils parlent très vite un anglais excellent. Et ça, c'est pour moi un peu le déplacement. Et on a de nouveau un peu le problème que on peut 3, 4, même 5 langues, ça va. Hein. Mais on commence à avoir des problèmes quand on arrive au-delà de ça.
Et ici au Luxembourg, il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, qui parlent une ou deux langues à la maison, qui ne sont aucune des langues du Luxembourg, ni l'anglais, et par après ils apprennent tous les autres, et bon là, il faut déplacer, il faut jeter une langue, et dans les dernières années, comme l'allemand n'existe plus, voilà, alors c'est le français. Et bien sûr, le luxembourgeois est devenu beaucoup plus présent. Alors c'est un comptage, 1, 2, 3, et on dit, bon, alors il faut... Voilà. C'est relativement simple de mon point de vue. Mais Pierre, tu disais que tu aurais bien aimé être aussi le commissaire au multilinguisme. Et c'est vrai ce qu'il dit probablement, Pierre, il dit sur la manque de présence publique de l'allemand. Mais l'allemand est la langue véhiculaire de notre système scolaire. En plus, on apprend le français depuis le plus jeune âge. Donc, comment peut y avoir ce type de contraste entre l'allemand, les français, les luxembourgeois en termes de prestige? Bon, l'anglais, il y a toute la question liée aux réseaux sociaux, à Netflix, à blablabla. Mais alors, comment tout ça, vraiment, il faut les voir? Tout d'abord, j'aimerais également une fois dire que j'aime la langue luxembourgeoise, mais je ne revendique pas une minute de plus de cours de luxembourgeois à l'école. Et depuis l'inscription de la langue luxembourgeoise dans la Constitution, on n'a pas introduit une minute de plus de luxembourgeois à l'école. Par contre, il y a beaucoup plus de luxembourgeois à l'école parce que les enseignants qui sont maintenant n'aiment pas trop le français et ils devraient utiliser le français comme langue véhiculaire pendant les cours de français. Donc les cours de français dans beaucoup d'écoles luxembourgeoises, je le dis avec précaution parce que ça fait maintenant quelques années que je ne visite plus les écoles, mais de plus en plus, il y a des générations tournent, et également celles des enseignants. Ils font des cours de français en luxembourgeois et des cours d'allemand en luxembourgeois. Donc c'est de cette manière que le luxembourgeois est devenu plus présent à l'école, et parce qu'il ne maîtrise pas trop bien les deux autres langues. Et voilà pourquoi je n'étais pas trop pour la formation des institutrices et des instituteurs à Belleval. Moi, j'aurais préféré les envoyer ailleurs, pour qu'ils apprennent et pour qu'ils aiment les deux langues qu'ils sont censés d'enseigner. Et ça vaut aussi bien pour l'allemand que pour le français. Et j'aimerais encore faire une deuxième remarque, c'est l'utilisation de la langue française. Fernand Fehlen a dit, c'est la langue de l'économie au luxembourgeois, mais Fernand, c'est également, tu me rejoins certainement, c'est la langue de l'administration au Luxembourg. Et nous sommes en train de produire des jeunes qui doivent également travailler dans l'administration luxembourgeoise et qui auront des problèmes à rédiger des lettres, à rédiger des textes en langue française, parce qu'ils n'ont pas de relation émotionnelle avec cette langue. Donc vous parlez d'amour, détester la langue, c'est également une relation émotionnelle avec une langue, mais je préférerais l'amour, bien sûr. Et là, je veux encore évoquer notre façon d'enseigner les langues et notre façon de voir l'enseignement des langues. Quand moi j'étais à l'école, il y avait déjà des exercices dans mon manuel qui s'appelaient exercices d'élocution. D'élocution. Moi, en tant qu'élève de 10 ans, je ne savais pas ce que c'était l'élocution, mais je savais qu'il fallait écrire ces exercices. Et non pas il fallait, c'était la première page de chaque unité, il fallait écrire cet exercice, et j'arrivais à la fin de la 6e année d'études, j'arrivais à écrire une rédaction de 5 pages, mais je n'arrivais pas
à demander le chemin en français, donc oralement. Et permettez-moi une dernière remarque, c'est l'utilisation des langues sur les réseaux sociaux. Là, le français disparaît. Et là, je vous donne raison, le luxembourgeois vit un essor formidable. N'importe. Mais, en français aussi, mais ce qui est vrai, le luxembourgeois s'est émancipé en devenant également une langue écrite par les réseaux sociaux. On n'écrit pas davantage de romans en luxembourgeois. Il y a nos auteurs formidables qui les écrivent, mais il n'y a pas autant plus de production littéraire en luxembourgeois. Mais c'est sur les réseaux sociaux que cela se passe, et là, tout le monde utilise le français, le luxembourgeois ou bien l'anglais. J'avais une question, pardon. Est-ce que le nombre d'étudiants luxembourgeois en France a beaucoup baissé? Oui. Ça, c'est une Oui. raison. Également en Belgique, et non, justement pas. En Suisse, il y en a davantage. En Suisse, à Zurich. Non, à Fribourg. Lausanne aussi. Ah oui, Lausanne, Genève, même en francophone. oui, c'est en France et en Belgique. Oui. Ok. Et c'est Fribourg qui est... Mais je pense que la cause n'est pas la langue nécessairement. C'est le système universitaire. C'est une autre question. Ça, c'est encore On va pas aborder l'université, parce qu'on en a quand même parlé beaucoup, mais on va aborder l'idée ou l'histoire des écoles internationales. Ça n'existait que partiellement, il y avait l'école européenne, il y avait le lycée français, mais c'était limité, et puis dernièrement, les deux derniers gouvernements ont mis ces différents chantiers sur la table. Je pense que chacun sait que ça existe, mais peu de gens se sont fait beaucoup d'idées sur cette nouvelle réalité. Est-ce qu'on le voit comme un avantage, un désavantage, une situation qui va aller vers le chaotique ou qui va aller rester dans le dynamique? Nous, on souhaitait, au niveau de Pilux, de mettre cette question-là, pas dans un débat, mais dans un début de réflexion. Et donc, Fernand, je voudrais commencer avec toi sur qu'est-ce que tu en penses de cette démarche? Oui, donc d'abord, je voudrais contredire notre commissaire. Il faudrait mettre beaucoup plus de langues luxembourgeoises à l'école luxembourgeoise. Il faut voir que plus de la moitié de ces élèves n'ont pas le luxembourgeois comme langue principale de leur famille. Là, tu as raison. Et donc, on suppose, le système scolaire luxembourgeois suppose que le luxembourgeois est connu et est utilisé comme véhicule d'enseignement pour enseigner les autres matières. Et là, j'entends que même pour enseigner le français, on prend le luxembourgeois. Et si les élèves ne connaissent pas la langue véhiculaire principale de l'école, leur échec est programmé. C'est ce que tous les... Je vois ici des visages dans la salle, tous les sociologues, disons-le comme ça, le répètent depuis une trentaine d'années. Et donc, il faudrait réformer profondément l'école luxembourgeoise. C'est ce que Madi Delvaux, ministre socialiste, a essayé. Elle n'a pas réussi à cause de l'inertie de ce système. Maintenant, je reviens aux écoles internationales. Est-ce que c'est une réponse? Donc là, c'est une réponse pour contourner l'inertie de l'école luxembourgeoise, pour laisser les luxembourgeois dans leur immobilisme, pour ne pas les froisser et pour donner une réponse aux problèmes réels de notre société. Et moi, je pense que, dans ce sens, c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la réponse idéale. La réponse idéale serait la réforme de notre système scolaire traditionnel, parce que les premières études de l'université montrent que ce sont au fond les
étrangers privilégiés qui vont à ces écoles publiques luxembourgeoises et qui trouvent donc une solution à leur problème que l'école traditionnelle n'est pas en adéquation avec leur situation de vie. Et c'est comme dans le temps, il y avait les écoles à Arlon qui étaient aussi une bonne réponse qui reste toujours, mais qui n'apparaissent dans aucune statistique luxembourgeoise parce que, bien, 3 minutes. Pierre. 3 minutes. En réponse ou en... Non, je voulais seulement intervenir parce que Fernand, il n'y a aucune contradiction là, ce qu'il vient de dire, et ce que je n'arrivais pas à dire encore tout à l'heure. En ce qui concerne les écoles européennes, je ne me prononce pas parce que je suis le seul ici qui travaille pour l'État et qui aimerait encore avoir un salaire l'autre fois. Mais moi, je réponds seulement en ce qui concerne la langue luxembourgeoise. Et là, ce qui est intéressant, c'est l'analyse du projet pilote des 4 écoles qui ont fait l'alphabétisation en français. Et là, j'ai tout de suite posé la question, mais où est le luxembourgeois là-dessus? C'est mon rôle de poser cette question. Et dans le rapport, qui est fort intéressant, j'ai été confirmé. Et cela confirme également ce que vient de dire Fernand Phelan, parce que dans ce projet-là, excusez-moi de ne pas parler des écoles internationales, mais de ce projet-là, ils enseignent, ils font l'alphabétisation soit en allemand, soit en français, et les autres branches, pour une grande partie, sont enseignées en luxembourgeois. Et de plus, le luxembourgeois, les connaissances et la maîtrise de la langue luxembourgeoise parmi ces élèves est beaucoup plus importante, elle est meilleure que dans les écoles traditionnelles luxembourgeoises parce que le luxembourgeois redevient la langue de la cour de récréation. Donc c'est la langue la lingua franca au fond entre les enfants, n'importe quelle section linguistique, et les enfants peuvent quand même bien progresser et faire des études, être alphabétisés, soit dans la langue française, soit dans la langue allemande. Oui, moi j'ai vécu la naissance du lycée Vauban. Quand j'étais à l'ambassade de France, et c'était au début quelque chose d'assez peu spectaculaire, hein, des containers, mais c'était une école de fils de banquier. Pour aller à Vauban, il fallait être blindé. Et ça a changé quand, je crois que c'est sous Madame Emiko, qu'il y a eu des conventions qui faisaient que ces écoles internationales étaient conventionnées par l'État et financées par l'État, ce qui a démocratisé l'accès dans ces écoles. Ce qui a, depuis la création de Vauban, ce qui a fondamentalement changé, c'est une sorte d'immigration au Luxembourg qu'on appelle, entre nous, l'immigration porte-avions. Il s'agit de gens qui viennent à Luxembourg pour 7, 8, 9, 11 mois et qui se barrent à la City ensuite, qui sont dans les Big Four pendant quelques mois et qui ne s'implantent pas à Luxembourg. Et pour cela, ces écoles européennes, ces écoles internationales, c'est formidable. On ne va pas se casser la tête à savoir si on va scolariser le gosse dans une optique d'intégration future, puisque de toute façon, il ne restera pas. Et ça concerne des milliers d'immigrants porte-avions. D'où la modification de cette réalité, de ces écoles, qui sont, oui, ça correspond un peu à une sorte de ghetto, il faut bien le dire, puisqu'on va là, on peut, moi j'ai connu, je vais vous dire, un fils d'un grand artiste luxembourgeois, qui ne parle pas, peut-être maintenant oui, mais il y a 10 ans il ne parlait pas luxembourgeois, parce que son grand-père était un grand artiste, son père était un fonctionnaire européen, sa mère une fonctionnaire européenne italienne, il n'a jamais parlé luxembourgeois à la maison, ni à l'école, ni dans la cour de récré, et ce garçon, au demeurant charmant, et dont le grand-père était un de mes
grandes idoles ne parlaient pas luxembourgeois. Ça semble paradoxal, mais c'est le fait de ces écoles à part. Et donc ça pourrait créer cette sorte de réalité, ces écoles, mais je crois que c'est modéré par le fait que ces gens ne restent pas, la plupart du temps, très très longtemps. Quant à l'enseignement du luxembourgeois dans les écoles, il faut être très prudent. Moi, je me souviens de la loi de 1984 qui modifiait le statut de la langue nationale, et à l'époque, l'article 4 disait qu'un fonctionnaire devait être capable de répondre à ses administrés dans la langue choisie par l'administré. Je suis allé avec l'ambassadeur Medmore dans le bureau d'un nommé Pierre Werner pour lui dire que ça pose un grave problème. Parce que pour que ces fonctionnaires soient capables de répondre à la langue de l'administré, il faudra qu'ils soient capables de répondre en luxembourgeois, et 90% de ceux qu'on connaissait ne le seraient pas. Donc, pour compenser ça, il faudrait enseigner le luxembourgeois, et si on enseignait plus de luxembourgeois, on enseignerait moins d'autres choses. Et quelle serait cette autre chose? Ça risquait d'être le français. Et là, Pierre Werner l'a fait à la luxembourgeoise, il a dit « je vous comprends », il a mis une virgule et il a ajouté « dans la mesure du possible ». Je jure, c'est vrai. Ça, c'est... Là que ça touche. Et il a évité le problème. Mais... C'est toujours en vigueur. C'est toujours en vigueur. Mais cette crainte exprimée par l'ambassadeur Medmore, elle voulait dire, si on enseigne le luxembourgeois, il faudra bien prendre du temps. Or, il y a déjà une année de primaire de plus qu'ailleurs, et notamment en cause des langues, grâce aux langues. Je dirais plutôt grâce aux langues, parce que quand on voit le résultat dans d'autres pays, l'enseignement des langues, c'est catastrophique. Et que tout ça doit être vraiment pour préserver le statu quo, le sacro-saint, j'allais dire, statu quo, ça doit être fait avec beaucoup de prudence et avec des passés. Et je dois le corriger quand même. Il y a une nette différence entre Vauban et les écoles européennes étatiques. Les écoles européennes étatiques, Vauban, c'est français. Non. Oui, non, c'est français. Le créateur s'appelait M. Decroix-Chanel. Mais ça dépend de l'Académie de Lille. Mais ça ne dépend pas du Luxembourg ni de Bruxelles. Et l'idée qui est à la base des écoles européennes, au fond, c'est le système traditionnel luxembourgeois, c'est-à-dire le plurilinguisme, enseigner le plurilinguisme. Alors si tu fréquentes, en tant que gosse, une école européenne agréée, tu dois apprendre 3 langues. Pas nécessairement le luxembourgeois ou l'allemand, mais tu dois apprendre 3 langues. Et ça, c'est à la base de cela. Et là, il y a quand même une nette différence entre les écoles européennes et Vauban et les écoles européennes. Et ça est démontré par les inscriptions, ne sont pas vouées à accueillir des porte-avions. Ah non, bien sûr. Non. Je vais, pour terminer, avant de vous donner la parole avec Rolf, et puis j'aimerais que Clara termine sur cette discussion. Les écoles internationales sont-elles quelque chose à encourager dans ce multiculturalisme, multilinguisme spécifique au Luxembourg, ou est-ce qu'on devrait retourner vers une école du statu quo luxembourgeois, ou on irait vers une société plus homogène? Non, moi j'aime bien la diversité. En plus, la diversité du Luxembourg est un fait, ça n'a pas changé. Et je crois que le système d'école aujourd'hui qui offre une série de choix différents, moi je le trouve assez bien. C'est-à-dire, je connais beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens qui sont venus ici et qui travaillent en anglais, pour lesquels, et bien sûr qui ne connaissent aucune des 3 langues du pays, et pour lesquels tout cela a été une solution. Et de ce point de vue, je me trouve absolument normal, parce que moi je pense aussi que la priorité doit être les gens qui travaillent ici. Ça c'est quand même important. J'ai un peu l'expérience de mes petits-enfants, ils vont à une école luxembourgeoise où la langue qu'ils utilisent c'est l'anglais. Ils font en plus l'allemand et les luxembourgeois et les français, je sais pas. C'est-à-dire, ils peuvent même choisir 4 langues. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont beaucoup d'enseignants qui ne sont pas d'ici. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont des gens qui donnent une perspective
très différent, qui sort un peu des problèmes du pays. Il y a sûrement aussi des inconvénients, hein, sans doute, dans n'importe quel système. Mais bon, de mon point de vue, un pays qui doit être, dont la valeur essentielle c'est le multilinguisme, le système aujourd'hui est très multilingue et offre beaucoup de choix, et ça je trouve positif. Merci. Clara, ce ne sera pas une conclusion, parce qu'on aura encore d'autres questions dans la salle, mais sur cette question, est-ce qu'on va vers une ghettoisation ou une séparation, ou est-ce que ça va quand même favoriser une intégration et du vivre ensemble? Je pense que pendant longtemps, les politiciens essayaient de faire passer une réforme du système d'éducation qui n'était pas possible. Vous avez parlé d'Elvaux qui essayait. Effectivement, à cause des syndicats, c'était impossible et ça aurait été impossible de faire une réforme du système. Tandis que les écoles européennes, internationales, je ne sais plus quelle est la dénomination d'ailleurs correcte. École européenne agréée. Voilà. Donc ces 6 écoles qui existent maintenant sont effectivement une solution de contourner un peu le système, de plus devoir vraiment négocier avec le syndicat toutes sortes d'implémentations du nouveau système, et en même temps une solution à des problèmes réels. Donc j'ai eu beaucoup de familles qui sont venues chez nous pendant les vacances scolaires parce qu'ils venaient de déménager au Luxembourg. Ils devaient apprendre, donc ils avaient des enfants, pas de 6-7 ans, parce que là c'est beaucoup plus simple de les intégrer dans l'école luxembourgeoise, mais avec des enfants de 11, 12, 13, donc des adolescents déjà, donc entre 11 et 15, là ça devient compliqué d'entrer dans une ou l'autre école luxembourgeoise, ou même à l'Athénée s'ils étaient au lycée, donc c'était vraiment problématique, ils ne savaient pas quelle langue commencer à apprendre. Il y avait une année, ils commençaient avec l'anglais parce qu'ils espéraient pouvoir entrer au St. George's ou International School. Il n'y avait pas suffisamment de place. L'année d'après, ils commençaient l'allemand. Mais les gosses, ils étaient vraiment perdus. Donc on perdait quand même, en tant que parents, on voyait qu'on perd quand même 1 ou 2 années de la vie de l'enfant. Donc ces écoles qui sont... qui sont complètement financées par l'État, sont une solution réelle. Après, ce qui est intéressant, parce que je suis en contact et j'ai été invitée en tant qu'auteur aussi dans les écoles à lire aux enfants, il y a même des familles luxembourgeoises maintenant qui amènent leurs enfants, donc qui choisissent une seule langue d'enseignement, que ce soit l'allemand ou le français ou l'anglais, parce qu'il y a maintenant aussi des sections anglaises. Qu'est-ce que ça va donner à l'avenir? Quelle sera l'implication? Je ne sais pas, c'est trop tôt. Je sais qu'ils essayent d'évaluer après 10 ans ce système, mais c'est encore trop tôt. Et il y a des avis partagés au niveau de l'Université de Luxembourg, parce que je fais un doctorat, donc je rencontre des professeurs qui travaillent sur le multilinguisme et qui sont amenés à évaluer ce système. Donc les avis sont partagés, mais je pense que c'est encore trop tôt. Je pense que c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire pour notre société multilingue. Ok. Bon, en fait, d'accord avec les règles qui nous sont imposées par les CLAE pour les débats, théoriquement, on devrait quitter la salle à 20h. Mais puisqu'il n'y a pas la pression de la prochaine qui se met à la porte et qui t'oblige à partir, je crois que peut-être on peut faire encore quelques minutes de plus. Donc, bon, je crois qu'on peut prendre 2 ou 3 questions, à condition, s'il vous plaît, que vous ne soyez pas trop longue dans vos exposés, parce que autrement, bon, je crois que jusqu'au minuit, ça va être un peu compliqué. Ok, on commence par Claudia. Je trouvais que c'était une belle discussion sur la coexistence de différentes langues. On a oublié, je pense, un élément qui décide vraiment de la position de la langue dans un contexte multilingue tel qu'on a ici, c'est les êtres humains qui se trouvent avec leur langue à certains endroits. Et le Luxembourg dispose d'une immigration qui est vraiment unique au
au monde, dans le sens que, par exemple, l'anglais, quand moi je suis arrivée en 79, l'anglais était inexistant. Alors que maintenant, il est très présent, il se superpose à toutes les langues, il se trouve en haut de l'échelle. Pourquoi? Parce que parmi les migrants qui se trouvent au Luxembourg, économiquement, les gens qui pratiquent l'anglais se trouvent en haut de l'échelle. Ce qui fait que l'anglais, on en a parlé beaucoup moins, c'est vraiment bien positionné, il a pris la position du français, que le français avait quand moi je suis arrivée au Luxembourg. Donc la situation change certainement. Et le luxembourgeois, je me rappelle, dans un sondage emploi des langues, j'ai participé en 82, je pense, le luxembourgeois n'était même pas utilisé comme un échange écrit entre fonctionnaires luxembourgeois. Donc les choses ont beaucoup évolué. Bon, d'abord un petit bémol, ensuite un petit dièse. J'ai apprécié ce que vous avez dit. Ça a été rafraîchissant pour moi, d'autant plus que je pense exactement ce que vous avez dit. Seulement voilà, en vous écoutant, je me suis dit, quand tu sortiras, tu ne trouveras presque aucun politicien à défendre le multilinguisme. Ils défendent tous la langue luxembourgeoise. Il y en a très peu qui se mouillent et qui ont les couilles de se mouiller pour le multilinguisme. Ça, c'est le bémol. Le dièse, si vous prenez le train à 4 heures de l'après-midi, que vous allez de Luxembourg à Mèche ou à Hattebruck, c'est plein de jeunes. Ouvrez vos oreilles, c'est fantastique la façon dont ils communiquent entre eux. Ils parlent luxembourgeois, ukrainien, italien, portugais, français, tous ensemble. Ils changent d'une phrase à l'autre, ils changent de langue. Ils changent de langue au milieu d'une phrase. Et ils parviennent tous à se comprendre, mais ils se disent tous, qu'est-ce qu'on a été emmerdé à l'école? Qu'est-ce qu'on a dû subir? Heureusement qu'on est là. Et ce constat qu'ils arrivent à se comprendre, c'est ça l'essentiel. Et c'est là-dessus qu'il faudrait bâtir. Merci. Pour abonder dans le sens de Ziggy Koen, je voudrais mon témoignage de l'année dernière en tant que candidat aux européennes sur la liste de Zuman-Breck, pour dire que les choses ne sont pas du tout statiques, qu'elles évoluent très vite. Je me souviens qu'en 2019, je n'étais pas candidat, il y avait plus de débats en français et en anglais qu'en 2024, j'ai remarqué. En 2024, on nous a imposé le luxembourgeois systématiquement. Je pensais qu'il y aurait un débat, quelque chose, non, c'était luxembourgeois. On nous a ménagé la possibilité de répondre en français. Seulement en français, pas en anglais. Donc nous, sur notre liste, il y en avait 3 carrément qui étaient complètement exclus parce qu'ils ne comprenaient pas. Certains débats, surtout dans le privé, dans les écoles, il y avait de l'interprétation, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous comprenez la langue, l'interprète est à côté de vous, c'est très dérangeant, c'est très perturbant. Donc moi, je préfère m'en passer complètement. Et ça va encore plus loin quand, en coulisses, j'avais un débat sur RTL où j'ai essayé de me préparer pour le débat en demandant aux autres candidats, alors comment on dit, c'est quoi le pluriel d'Ofkommes en luxembourgeois déjà? Ah, une personne ne savait. Ofkommes, Ofkommesen, quoi. Et là, ça se passait bien parce que j'ai pu m'entendre même avec des candidats très conservateurs qui appréciaient l'effort, comme ça, la démarche. Mais après, pendant le débat qu'on enregistrait, là, le journaliste, alors que vous voyez, je répondais en luxembourgeois, mais il me dit, si j'y répondais en français, mais pourquoi? J'essaye, je fais l'effort. Non, lui, non, il répondait en français, et à la fin, il s'excusait. Il dit, pardon, je vous ai peut-être, pas humilié, mais j'ai peut-être été, j'ai commis une erreur en insistant de cette façon. J'aime beaucoup la remarque sur la traduction. Excuse-moi, je voulais dire. Madame Colette Flèche était la directrice de la DG de la traduction à Luxembourg, et un jour, c'est elle qui m'a raconté, elle va à l'ONU. Et elle rencontre le responsable des interprètes et de la traduction à l'ONU. Et le mec lui dit, madame, vous avez une chance extraordinaire, vous venez d'un pays polyglotte. Et Madame Flèche lui dit, pas du tout, je viens d'un pays zéroglotte.
C'est trop beau comme année. Et le gars lui dit, mais non, elle lui dit, si, je vous assure, moi j'ai une langue maternelle, je ne peux pas la parler 10 km plus loin de ma frontière, sauf si je vais du côté de Manom ou de Manderen, et encore avec la chance. Et moi je lui ai dit, et pourtant, je vais vous dire ce que moi je trouve formidable, c'est que quand j'étais dans des réunions internationales, le seul type qui n'avait pas un casque sur les oreilles, c'est celui qui venait du Luxembourg. Parce qu'il n'avait pas besoin d'interprétation simultanée, et que ça c'est un acquis quand même formidable. Quant aux zéroglottes, je préférerais être zéroglotte comme les luxembourgeois que polyglotte comme je le suis en français. C'est les deux dernières questions, et à condition que ce soit quand même pour y répondre. Oui, vas-y. La vision de politique, en tout cas, est-ce que les politiciens luxembourgeois ne sont pas ouverts au multilinguisme? Il y en a certains, mais la majorité, effectivement, bon, c'est devenu un sujet politique. C'est pour ça qu'on parle de la langue luxembourgeoise, enfin indirectement ou directement de la politique. Pendant des années, j'ai mené des discussions au sein du parti dans lequel j'étais active. Et je dois dire qu'à un certain moment, tout le monde était d'accord qu'on doit introduire une autre langue. Donc je disais, ok, m'envoyez toute la communication à tous nos membres en allemand, mais je ne parle pas allemand. À la limite, je préfère le luxembourgeois, donc envoyez-nous un luxembourgeois parce que ça fait du sens. On continue en allemand. Bon, à un certain moment, j'avais convaincu le président du parti et la présidente du groupe parlementaire, de la fraction, on va changer, d'accord. Mais quelle langue? C'était ça. Moi, j'avais dit, alors, il faudrait anglais, parce qu'anglais, il y a beaucoup plus de monde qui comprennent, surtout toutes les personnes de l'Europe de l'Est, etc. Donc, c'était très, très compliqué de trouver quelque chose qui convient à tout le monde. Je viens de voir que depuis quelques mois, l'allemand a été finalement remplacé par le luxembourgeois. Donc c'est le luxembourgeois que le luxembourgeois avec des petites... Donc le site internet est qu'un luxembourgeois, mais il y a toujours la possibilité d'avoir une traduction lors des événements ou un QR code, voilà. Mais donc il y a très peu de personnes qui voulaient, mais... ce n'était pas une priorité, je suppose. Mais je pense que ça va vraiment changer. Je dois quand même, je vais prendre encore 30 secondes pour dire, il y a quand même une transition qui se fait, parce que ces mêmes partis ont eu donc des personnes, pas élues directement, mais qui ont eu une place de conseiller, donc qu'ils ont voulu garder. Et donc là, ils acceptent à faire une traduction, juste parce qu'ils veulent garder leur personne, leur conseiller. Donc, il y a des changements qui vont se faire de l'intérieur quand il y a leurs propres intérêts. Ça va se faire, et surtout s'il y aura beaucoup plus de candidats qui auront de succès lors des prochaines élections communales, je pense que là, il y aura un changement net et clair, parce qu'il y aura, maintenant il y a 2 personnes, donc ça c'est fait, le changement, il y a une traduction, parce que ces personnes-là ne pouvaient pas, c'était irréaliste d'apprendre la langue luxembourgeoise en une année, donc ils ont accepté. Donc on peut inviter les gens à vraiment s'impliquer dans la politique, même s'ils ne parlent pas le luxembourgeois. Ok. Non, je viens de recevoir un WhatsApp dans lequel on me prévient qu'on va nous couper la lumière. Alors je le regrette, mais c'est 3 mots, mais non, mais vraiment, j'aimerais quand même évoquer que le gouvernement s'occupe au fond également du plurilinguisme, et même le Centre für Luxembourg s'en occupe, parce qu'on n'a pas encore parlé de l'intelligence artificielle. On a réussi à parler pendant 2 heures et demie, ou 1 heure et demie, sans évoquer l'intelligence artificielle, mais on est en train d'investir beaucoup dans les machines de traduction pour que le multilinguisme puisse bien fonctionner, et pour qu'on puisse entendre
disons, l'intelligence artificielle ne remplacera jamais la communication directe, mais au moins pour survivre. Ok, un grand merci de nouveau. Vous avez ici la brochure de Pulux. Elle retrace tout ce qu'on a fait pendant les 3 dernières années. Et c'est une invitation, bien évidemment, à nous suivre, à devenir membre, à nous soutenir, parce qu'on va continuer à faire des débats comme ça, on va continuer à faire des tables rondes comme ça, et sans vous, ça ne marchera jamais. Donc, un grand merci à tous.